Ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Voici les titres de votre journal. Au Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa est déclaré vainqueur de l'élection présidentielle. La Cour constitutionnelle l'a annoncé ce vendredi, rejetant ainsi les accusations de fraude de l'opposition. En RDC, le suspense aura duré toute la journée et finalement, la liste des candidats retenus pour la présidentielle n'a pas été publiée ce vendredi. La CENI se dit toujours à la tâche. La ruée vers les ordures ménagères au Bénin, elle dégage désormais une forte odeur d'argent. Explication dans ce journal. Au Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa a été confirmé vainqueur de la présidentielle du 30 juillet. Les juges de la Cour constitutionnelle affirment n'avoir pas obtenu de preuves suffisantes pour invalider son élection comme le souhaitait l'alliance de l'opposition. Les précisions avec Irénée Herman Umbo. En rendant sa décision ce 24 août 2018, la Cour a décidé à l'unanimité que les recours du MDC ne sont pas fondés. Conséquence, la présidentielle du 30 juillet 2018 est validée et l'élection d'Emmerson Mnangagwa confirmée. Le tribunal constate que les requérants n'ont pas suffisamment d'arguments clairs, directs et crédibles pour soutenir les irrégularités qu'ils dénoncent et qui auraient entaché le processus électoral. En d'autres termes, il n'y avait aucune preuve des irrégularités dont ils font cas. Déçue, l'opposition s'interroge quant à la légitimité du président élu. Emmerson Mnangagwa doit être investi dans 48 heures pour le bonheur de ses militants et partisans. Nous n'avons jamais eu une élection aussi juste, transparente et crédible que celle qui s'est tenue récemment. Au lendemain de la proclamation des résultats provisoires, Emmerson Mnangagwa avait appelé l'opposition à rejoindre le mouvement patriotique qu'il entend incarner pour relancer l'économie du Zimbabwe et promouvoir l'unité nationale en vue de véritablement tourner la page Mugabe. Le suspense a été entretenu toute cette journée en République démocratique du Congo, où la population attendait la publication par la CENI de la liste provisoire des candidats aux élections du 23 décembre. Dans un communiqué, l'organisme en charge des élections a fait savoir que les travaux de délibération pour les candidatures aux législatives nationales et à l'élection présidentielle entamée le 20 août se sont poursuivis jusqu'à hier, mais que, compte tenu du nombre élevé des candidatures aux législatives nationales, soit environ 15 450, ces travaux vont se poursuivre jusqu'à l'épuisement des dossiers, sans autre précision. On reste en RDC, où l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola dans le nord-est du pays a franchi les lignes rebelles, un scénario que tout le monde redoutait. C'est ce qu'a annoncé l'Organisation mondiale de la santé ce vendredi à Genève. Un cas confirmé et un cas présumé ont été recensés dans la ville d'Ousha. Le territoire qui entoure la ville est sous l'emprise des rebelles ougandais des ADF, toute chose qui pourrait compliquer les travaux des personnels sanitaires et humanitaires. La 10e épidémie d'Ebola en RDC a fait jusqu'à présent 63 morts sur 103 cas confirmés ou probables. Faut-il amnistier les combattants de groupes armés opérant en Centrafrique? L'amnistie générale réclamée par les groupes armés a créé un mécontentement au sein de la population. Les organisations des droits humains et la société civile sont fermes. Pas question d'amnistier dans les négociations en préparation par l'Union africaine entre le pouvoir et les mouvements rebelles. Freeman Sipila, notre correspondant à Bangui, fait le point. Aujourd'hui, cette question d'amnistie devient un sujet préoccupant ici à Bangui, dans la capitale centrafricaine.
les principales organisations de défense des droits humains, notamment la Ligue centrafricaine des droits de l'homme, l'Observatoire centrafricain des droits de l'homme et la Fédération internationale des droits de l'homme ont dit non pour cette idée d'amnistie pour les groupes armés, pour ces organisations. Il faut que la justice soit dite pour tous les crimes commis sur le sol centrafricain. Elle pense également qu'il n'est point question que les groupes armés mettent dans les préalables de leur négociation avec le gouvernement cette question d'amnistie qui pour eux n'est pas négociable. Cette position est tout de même partagée par les Centrafricains que nous avons rencontrés dans la ville de Bangui, qui pensent que les Centrafricains ont beaucoup souffert et aujourd'hui les groupes armés continuent notamment de tuer à l'intérieur du pays, d'incendier des maisons, de violer des femmes. Pour eux, cette question d'amnistie n'est pas aujourd'hui à l'ordre du jour. Il faut que justice soit faite pour que les victimes se sentent par ailleurs soulagées. Et puis la presse également qui en a fait mention dans ses lignes ou bien la radio, cette question d'amnistie fait un véritable buzz dans la capitale et tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y a pas d'amnistie pour les groupes armés, pour les auteurs de crimes en République centrafricaine. À Bangui, pour VOA Afrique, Freeman Sipila. Également dans l'actualité ce soir, en Ouganda, le général Kale Kayi-Oura, ancien chef de la police, a été inculpé ce vendredi. Le tribunal militaire l'accuse notamment d'avoir armé un groupe criminel et permis l'enlèvement de réfugiés. Des accusations qu'il a rejetées et il est donc plaidé non coupable. Le général Kayi-Oura avait été limogé de son poste de chef de la police en mars par le président Yoweri Museveni, puis arrêté en juin. Le tribunal militaire a refusé de le libérer sous caution aujourd'hui. Sa première comparution en justice est prévue le 4 septembre. Les déchets n'ont jamais senti aussi bon pour les habitants de Wegbo, un petit village du sud du Bénin qui a ouvert un centre de traitement des déchets. Les ordures ménagères ont désormais l'odeur de l'argent car le centre les transforme en gaz. Dili Diko raconte. Robin, une fondation suisse pour le développement durable, a construit une installation d'1,3 hectare destinée au traitement d'environ 6 tonnes de déchets organiques par semaine afin de les transformer en 200 mètres cubes de biogaz. Le centre fonctionne grâce à la participation des habitants d'Ouegbo. À ce jour, une centaine de ménages ont adhéré au programme pour déposer quotidiennement leurs déchets au centre. J'ai appris qu'ils prennent les ordures pour en faire du gaz et d'autres choses. Et j'ai décidé d'accompagner cette œuvre de développement en collectant et en ramenant les ordures afin de profiter moi aussi des avantages du centre. Le centre prévoit également de produire 400 tonnes d'engrais organiques par an. On produit du biogaz, on produit du compost, on produit de l'effluent. Tout ça, ça fonctionne avec de l'énergie solaire. On a une distribution d'eau potable, on a de l'épisciculture. Donc c'est une vraie économie en fait qui sert la société et qui en fait prend soin de son environnement. La fabrication de combustible est très utile dans cette région rurale où il est une denrée précieuse en raison de la rareté de l'électricité. Pour le directeur du centre, les ordures sont une opportunité dont il faut absolument profiter. Les déchets ne sont plus de casse-tête, ne sont plus de problèmes, mais les déchets, c'est une opportunité. Comme j'aime bien le dire, les ordures, c'est de l'ordure. De l'ordure en ce sens que quand vous lui apportez une valeur ajoutée, alors là, ça devient réellement de l'or, de l'opportunité. Marc Gianelli dit avoir également prospecté le Ghana et le Togo lorsqu'il était à la recherche d'un site pour y construire le centre. Sa décision d'installer la structure au Bénin a été principalement motivée par l'enthousiasme de la population d'Ouegbo. De l'ordure est disponible dans beaucoup de capitales africaines. Une recrudescence de la violence ethnique en Éthiopie le long des zones frontalières des régions de Guédéo et de l'ouest de Goudji a conduit près d'1 million de personnes à fuir leur foyer. Ces violences menacent de saper les appels du Premier ministre Abiy Ahmed en faveur de l'unité dans le pays. Elles mettent également à mal les mesures libérales qu'il a annoncées suite à son arrivée au pouvoir en avril dernier. Raïssa Gironda. Des dizaines de milliers d'Éthiopiens sont toujours déplacés dans la région de Guédéo en Éthiopie.
Ils se sont réfugiés dans des écoles, des usines et des palais de justice en raison de la multiplication des violences ethniques dans la région, et des dizaines de camps sont désormais remplis de personnes qui ont fui les affrontements entre Oromo et Gédéo. Nous sommes venus ici parce que nous avons été attaqués. Nous avons quitté notre village les mains vides pour sauver nos vies. Nous avons voyagé et passé 3 jours dans les buissons avant d'arriver ici. Dans les camps, les familles vivent dans des conditions difficiles et beaucoup d'entre elles manquent de nourriture et d'eau potable, ce qui les expose à la malnutrition et aux maladies. Mon mari est tombé malade ici et je ne pouvais pas l'aider. Je n'avais pas les moyens de prendre soin de lui ni de l'emmener à l'hôpital, vu que je suis partie les mains vides. Mon beau-frère n'était pas en mesure d'aider non plus. Je voulais aller dans la rue pour mendier, mais j'étais bien trop timide. La santé de mon mari s'est détériorée davantage et il est finalement mort. L'afflux des personnes déplacées a également mis à rude épreuve les communautés d'accueil, dont nombreuses étaient confrontées à l'insécurité alimentaire. Les hôpitaux et les cliniques sont également dépassés par l'augmentation drastique du nombre de patients. Certains centres de santé de la région sont confrontés à d'énormes problèmes. Ils géraient bien la situation, mais soudain, la population a doublé. Beaucoup de gens sont arrivés malades. Nous fournissons aux centres de médicaments de base supplémentaires pour leur permettre de soigner les déplacés malades. Nous avons aussi procédé à des améliorations du système d'approvisionnement en eau dans les principales zones de concentration des personnes déplacées, afin de rendre accessible l'eau potable. L'Éthiopie est en proie à de nombreux conflits ethniques, provoquant un déplacement de population. Des dizaines de milliers de personnes restent déplacées le long de la frontière entre les régions d'Oromia et la Somalie. Ici aux États-Unis, le président américain s'en est pris une nouvelle fois ce vendredi à son ministre de la Justice, Jeff Sessions, au lendemain d'une passe d'armes entre les deux hommes. Dans une salve de tweets, le président américain reproche à Sessions de s'être recusé de l'enquête russe sur les soupçons de collusion entre la campagne Trump et Moscou, et qu'il a donc invité le patron de la justice à jeter un œil à toute la corruption visant ses opposants politiques, notamment la fondation Clinton. En Australie, Scott Morrison a pris les rênes de la primature. L'ancien ministre des Finances succède ainsi à Malcolm Turnbull au terme de ce qui est qualifié de push interne au sein de leur parti. La position de M. Turnbull, qui avait lui-même renversé son prédécesseur Tony Abbott en septembre 2015, était devenue précaire ces derniers jours en raison notamment d'une fronde menée par l'aile droite de son parti libéral, lequel est distancé dans les sondages par les travaillistes. Comment protéger les élections et lutter contre les campagnes de désinformation parfois initiées de l'étranger? La question préoccupe au plus haut niveau les géants américains du secteur de la technologie, notamment Facebook, Google, Twitter et Microsoft, qui ont décidé de mettre ensemble leurs forces. Une rencontre dans ce sens était prévue ce vendredi à San Francisco. Les géants américains de la tech multiplient les efforts pour tenter de freiner les tentatives de manipulation de l'opinion publique à l'approche des élections législatives américaines de novembre. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Voici les titres de cette seconde partie. Dans ce journal, nous irons à Paris, sur les rives de la Seine, où les bouquinistes sont une attraction et le livre papier fait toujours recette. Comment les cinéparcs ont-ils pu résister au temps malgré les avancées technologiques? Nous le verrons dans un instant. Nous parlerons également d'un film 100% asiatique qui domine le box-office. Et puis en sport, le Sénégal et bien d'autres équipes africaines ont dévoilé leur liste ce vendredi dans la perspective de la CAN 2019. Et on commence dans cette seconde partie de l'émission par le sport avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir et on n'a pas fini de parler de la CAN. Bonsoir John et bonsoir à vous amis sportifs. Nous allons consacrer justement la rubrique d'aujourd'hui aux préparatifs des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Cap tout de suite sur le Sénégal pour commencer. Aliou Cissé a convoqué 23 lions pour le déplacement à Madagascar le 9 septembre. Le technicien sénégalais a opéré 5 changements par rapport au groupe qui a participé au Mondial 2018. Gardien titulaire en Russie, Kadim Ndiaye est remplacé par le gardien de Reims, Edouard Mendy. Les 4 autres nouveaux sont Pape Abou Cissé en défense, Sidi Sarr au milieu de terrain, Mbaye Diaye et Diédou Ndiaye en attaque. Pour le reste, les têtes d'affiche Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Keita Baldé et Mbanyang sont bien présents. Au Burkina, Paulo Duarte a aussi publié sa liste. On note notamment le grand retour des cadres Charles Kabouré et Alain Traoré, qui a retrouvé la joie de jouer avec Berkane au Maroc. Si les têtes d'affiche Bakary Koné, Jonathan Pitroipa et Bertrand Traoré sont là, il faut souligner l'absence d'Aristide Bansé, forfait, et le préjuste Nakoulma à la recherche d'un nouveau club après son départ de Nantes. Blessé par contre, dès son arrivée à l'Ajax Amsterdam, la pépite Hassan Bandé manque aussi à l'appel. Et puis, pas de grands changements non plus au Nigeria avec Gainotro. Le sélectionneur des Super Eagles a fait appel à 24 joueurs, dont 3 nouveaux. Il s'agit de Collins Jamilou de Paderborn en Allemagne et Semi Adjaï de Rotterdam aux Pays-Bas. Samuel Kalou de Bordeaux honore aussi sa première convocation. En revanche, John Obi Mikel n'a pas été convoqué, tout comme Moses, bien sûr, qui a pris sa retraite internationale. Il faut dire que dominé lors de la première journée par les Bafana d'Afrique du Sud, Gainotro et ses poulains doivent se reprendre contre les Seychelles lors de cette deuxième journée des éliminatoires, bien sûr, de la CAN Cameroun 2019. Et donc voilà pour les sports aujourd'hui. On se retrouve lundi. Merci Yacouba. Dernier bulletin sport de cette semaine. On vous retrouve donc la semaine prochaine. Dans la capitale française, les rives de la Seine et leurs bouquinistes sont l'attraction principale pendant les périodes de vacances. Même si la vente en ligne a entraîné une diminution de leurs profits, les vendeurs traditionnels de livres continuent de traverser le temps. Ils mènent désormais une campagne pour que leur site de vente soit classé patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. C'est un reportage de Lisa Bryan, correspondant de VOA à Paris, que nous relate ici Gabi Dorsil. Les Parisiens s'offrent un spectacle rare, surtout au mois d'août aux abords de l'emblématique rivière de la Seine. Qu'il pleuve ou qu'il neige, ces bouquinistes sont là, en été comme en hiver. La famille de Sophie Leleu est traditionnellement vendeuse de livres. La liberté avant tout, ne pas avoir de patron, de faire ce que je voulais, de le faire au moment où je le voulais. J'ai une clientèle qui est loyale, une petite clientèle, oui. J'ai beaucoup de voyageurs, donc je ferai la différence avec les touristes. De nos jours, les bouquinistes font face à la concurrence de la vente en ligne. Les gravures anciennes et les éditions de Victor Hugo et Émile Zola sont en train de passer aux oubliettes. Certains, comme Leleu, mènent une campagne visant à faire figurer le site de vente sur la liste du patrimoine culturel de l'UNESCO. Il y a une urgence absolue à défendre ce métier. Et chaque année, je dirais même chaque mois, compte. L'arrondissement de Madame Berthaud abrite le quartier latin de Paris. On y retrouve le Panthéon où certains des plus grands écrivains de France sont enterrés et la Sorbonne, une des premières universités du monde. Ce qui a forgé
toute l'identité de cette partie de Paris, qui est cette partie aussi de la lutèce, c'est le livre, l'écrit, les savoirs. Pour sauvegarder leur identité, les bouquinistes doivent tout d'abord faire la liste du patrimoine culturel français avant de postuler pour le statut de l'UNESCO. Même cette étape est difficile. La plupart des gens mettent 3 ans, 4 ans au minimum pour préparer un dossier. Certains, on se prépare déjà depuis extrêmement longtemps, effectivement. Ouais. Difficile d'imaginer Paris sans ces bouquinistes. La question n'est peut-être pas de se demander s'ils survivront, mais plutôt comment vont-ils s'adapter au temps qui change. Belle question donc. Pendant plus de 6 décennies, les cinéparcs ont fait partie du paysage américain, survivant aux avancées technologiques. Pourquoi payer le prix fort, faire la queue pour apprécier un film dans la pénombre alors que l'on peut amener ses enfants au cinéparc? Cette sortie familiale typiquement nord-américaine a peut-être perdu de son éclat, mais elle n'est manifestement pas encore prête à faire partie de l'histoire, nous dit Salwa Jafari. C'est un rendez-vous estival hebdomadaire pour cette famille américaine. Se mettre au volant et regarder ses films préférés sous les étoiles. Nés dans les années 1930, les cinéparcs ne sont devenus populaires que dans les années 50. Et de nombreux clients apprécient ce voyage dans le temps. En grandissant, c'était la nuit où nous allions au ciné-parc pour voir des films. C'est différent d'une salle de cinéma normale où il suffit d'aller s'asseoir. Ici, on peut rencontrer les gens. 4$ par film et les enfants sont à moitié prix. Le tarif n'a pas changé depuis une décennie. C'est très avantageux financièrement pour nous en tant que famille. Et en plus, c'est différent, c'est en plein air. L'air est frais, on peut regarder les étoiles au lieu d'être dans un endroit bondé de monde. Mais ces théâtres, connus pour être le symbole de l'American Way of Life, le mode de vie américain, ne sont plus à leur apogée. Des plus de 4000 cinémas en plein air qui existaient dans les années 60, il ne reste plus que 300. Face au confort des grands cinémas, les propriétaires de ces drive-in doivent être plus créatifs. Nous avons un son stéréo FM et le son stéréo FM apporte un son stéréo 5.1 multicanal. C'est la méthode préférée pour écouter les films maintenant. Ça me rappelle des films comme Grease. Cela me donne l'impression que c'est le bon vieux temps, surtout avec cette voiture de 1968. C'est une occasion spéciale. Quand la météo est clémente, il n'y a pas plus romantique qu'une séance cinématographique dans le confort de sa voiture. Les pyjamas et le popcorn ne sont pas exclus. Et on reste dans le cinéma. La comédie romantique de John Chu, sortie la semaine dernière, Crazy Rich Asians, est un véritable conte de fées moderne. Mais l'élément le plus marquant est son casting entièrement asiatique. Penelope Poulou de la VOA a pris quelques détails sur le succès du film et son importance pour la communauté asiatique. Son reportage est dit par Lily Herzling. Ce que Rachel, une jeune professeure américaine, ne sait pas, c'est que son copain Nick Young vient d'une des familles les plus riches de Singapour. Avant même d'y arriver pour rencontrer sa famille, sa photo est postée sur les réseaux sociaux, ce qui fait de lui la cible de nombreuses femmes jalouses. La comédie romantique se déroule sur la scène d'un Singapour sophistiqué et ultra-moderne, avec des personnages qui sont originaux, incroyablement riches et tous asiatiques. J'adore le fait que nous ayons des Asiatiques d'Australie, d'Angleterre, du Costa Rica, d'Amérique, de Singapour, de Malaisie. Nous avons des Asiatiques de partout. Constance Wu dit que le film s'éloigne de l'image cliché des Asiatiques comme une minorité marginalisée aux États-Unis. Trop fréquemment, Hollywood pense que les Asiatiques sont un groupe homogène, comme s'il n'y avait pas de différence entre les Asiatiques d'Asie et les Américains d'origine asiatique, ou les Asiatiques britanniques, ou les Asiatiques australiens. Il y a une différence. Parce qu'il y a une différence culturelle. Le fait que ce film fasse la différence, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Le premier film de Hollywood avec un casting entièrement asiatique depuis 25 ans devrait maintenir sa première place au box-office ce week-end.
Malgré le succès de la comédie romantique, le public lui trouve des reproches. C'est l'histoire des Asiatiques incroyablement riches. C'est un tout petit créneau. Et bien sûr, il y aura beaucoup de critiques sur le fait que ça ne représente pas la population entière. Mais en ce qui concerne la représentation, ce film a brisé des barrières à Hollywood. Et le studio parle déjà de la suite de l'histoire de Rachel et Nick. C'est un retour aux racines de la photographie qu'il a décidé d'entamer. Lui, c'est Sergei Lebedev, un artiste russe. Et les appareils photo en bois qu'il fabrique attirent des acheteurs du monde entier. Le travail de Sergei Lebedev, qui comprend à la fois les appareils eux-mêmes et les photographies inhabituelles qu'il crée, fait l'objet d'une exposition dans sa région natale de Kaliningrad. Ces appareils photo uniques sont vendus en moyenne à $150 pièce. La joie qui va avec la maternité, ce n'est pas que pour les humains, mais aussi pour les animaux, ou plutôt les baleines, aussi en jouissent. En tout cas, cela se voit sur ces images. Une baleine à bosse mère et son petit ont été aperçus en début de semaine, nageant ensemble à côté d'un bateau de tourisme dans la baie de Flinders, en Australie occidentale. Le propriétaire du bateau, qui a filmé la vidéo, a déclaré que ce type d'observations sont rares car les veaux naissent généralement dans les eaux plus chaudes et pas aussi au sud de la baie de Flinders. Une étude publiée par Marine Mammal Science en 2017 a toutefois constaté que la zone où les baleines à bosse donnent naissance le long des côtes de l'Australie occidentale s'étend sur plus de 1000 km plus au sud que ce qui est actuellement reconnu. Les baleines à bosse sont une espèce menacée et sont spécialement protégées en vertu de la loi sur la conservation de la faune. On pense qu'il y en a 80 000 dans le monde. Appréciez ces images. Oh. Stay with us, sweetie. Really big Hello, Mum. You're doing a good job, Mum. Oh, you're just awesome, girl. That's whale kisses. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouverai avec plaisir la semaine prochaine. D'ici là, demain est un autre jour.